Voilà, prenez place, n'hésitez pas à nous rejoindre. On démarre donc notre table ronde. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, je m'appelle Blaise Mao, je suis le rédacteur en chef d'Uzbek Erika, le magazine, le média qui explore le futur, sur papier et en ligne, avec une revue trimestrielle. À l'heure où on se parle, la COP27 n'est pas terminée. Elle aurait dû être terminée, mais des négociations, des discussions se prolongent pour tenter de sortir par le haut, ou en tout cas par la moins petite porte possible, de ces 2 semaines de négociations, pour tenter donc de mettre en place un accord pour faire face à l'urgence climatique, au réchauffement et à ses conséquences. Vous le savez, on est sur des temps de passage qui sont préoccupants. Aujourd'hui, limiter le réchauffement à 1,5 degré semble hors d'atteinte. Et on est plutôt sur les bases d'un réchauffement à 3 degrés d'ici la fin du siècle, qui est le scénario qu'on a exploré dans le nouveau numéro d'Uzbek Erika. Dans ce contexte, l'industrie est souvent, plus ou moins à juste titre, on va en parler, pointée du doigt, perçue comme une partie du problème plutôt que comme une solution, plutôt que comme porteuse de solutions en tout cas. Et c'est vrai que l'impact environnemental de certains secteurs, on peut penser à l'industrie textile, il y a une très bonne exposition sur les jeans à la Cité à découvrir. Par exemple, l'industrie textile a une empreinte assez importante, assez remarquable son empreinte carbone est très élevée. Pourtant, depuis, j'allais dire 10 ans, plutôt 2-3 ans, mais il se passe des choses. L'impact environnemental de l'industrie, selon les secteurs, selon les entreprises concernées, diminue. Beaucoup de choses sont mises en place, tant au niveau des normes qu'au niveau des initiatives portées parfois par certaines entreprises directement. Et donc, c'est le bon moment pour se demander si écologie et industrie sont compatibles ou incompatibles, et si elles sont compatibles, sur quelle base, comment le développement des formes d'énergie renouvelable peut aussi alimenter peut-être cette compatibilité et éviter un effet de cumul, un effet de fuite en avant. Et est-ce qu'on peut vraiment substituer une énergie à l'autre, et quelle part les acteurs industriels peuvent jouer dans cette mission? Voilà les questions qu'on va se poser. Donc avec nos 3 invités, je vais vous les présenter en quelques mots. Sébastien Massard, qui est au centre des débats, directeur de la stratégie de l'entreprise Dassault Systèmes. Il a été par le passé conseiller technique au sein du cabinet du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, conseiller industriel aussi auprès du président de la République, François Hollande. À ses côtés, Christine Joachim, qui est cadre technique dans l'industrie, spécialiste des questions environnementales, et qui préside aujourd'hui le GIE Groupe WMG, qui est l'unique groupement d'intérêt économique français sur les questions environnementales. GIE, on va en parler, c'est une des réponses qui est apportée pour tenter d'amener les entreprises du côté vert de la force. Et puis Vincent Bontemps, notre 3e invité, philosophe des sciences et des techniques, spécialiste de l'œuvre de Gaston Bachelard et de Gilbert Simondon. Il travaille aujourd'hui au CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Alternative, pardon, c'est vrai. Je l'ai écrit en plus. Où il pilote un programme de recherche pour penser les technologies d'avenir. Voilà sa mission. Donc avec nos 3 invités, on aura un temps de débat que je vais avoir le plaisir d'animer, mais on voulait commencer par un format un peu différent, un peu marrant, qu'on a appelé le jeu des fake news. En fait, c'est pour vous, c'est pour l'audience, pour le public. 4 questions, 4 affirmations, plutôt 4 informations que je vais vous communiquer. Et je vous propose de voter à main levée pour me dire si vous pensez que cette information est vraie ou si cette information est fausse. Et je vais évidemment vous donner la réponse ensuite. Mais on va rentrer comme ça un peu dans le débat directement sans rajouter une intro à l'intro. Donc je vous propose de bien écouter et voter à main levée. Première information, elle concerne l'industrie textile dont on parlait, plus précisément la fabrication des jeans. Du fait de l'externalisation des lieux de production, un jean peut parcourir jusqu'à 65 000 km entre le champ de coton et le magasin de vente, soit 1,5 fois le tour de la planète. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux selon vous? Si vous pensez que c'est vrai, levez la main. Est-ce qu'un jean parcourt 1,5 fois la planète entre son lieu d'origine et son lieu de vente? Donc ça, c'est les oui, vous pensez que c'est vrai. Maintenant, levez la main ceux qui pensent que c'est faux. Au moins une voix. C'est circulaire, hein, donc il ne faut pas avoir de torticolis.
Donc vous pensez que c'est vrai? C'est vrai. Par souci de rentabilité, donc les firmes multinationales externalisent leur production dans les pays du Sud. Et un jean peut effectivement parcourir jusqu'à 65 000 km dans certains cas, hein, pas systématiquement. Il y a un très bon article d'Oxfam sur le sujet, vous pourrez vérifier par vous-même. Deuxième information, elle concerne les data centers, l'empreinte du numérique. Un centre de données de taille moyenne consomme l'équivalent des besoins en eau de 5 hôpitaux. Un data center égale les besoins en eau de 5 hôpitaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si vous pensez que c'est vrai, levez la main. Il y a des mitigés, un peu moins d'enthousiasme, mais plutôt oui. Si vous pensez que c'est faux, levez la main. À peu près pareil. Eh bien, c'est faux. Un data center de taille moyenne consomme l'équivalent de 3 des besoins en eau de 3 hôpitaux et non de 5 hôpitaux. C'était un peu sioux, hein, celle-là, j'avoue. C'est un chiffre qui est cité par Inès Lonarduzzi dans son livre « Réparer le futur du numérique à l'écologie ». Data center qui représente déjà plus de 2% de la consommation d'électricité mondiale et un chiffre qui est en très rapide augmentation. Troisième information que je vais vous soumettre, elle concerne la réindustrialisation de la France. Est-ce que la réindustrialisation de la France pourrait permettre d'éviter l'émission de 900 millions de tonnes de CO2 d'ici 2050 ? Est-ce qu'à votre avis, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous me direz, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot réindustrialisation? Disons un scénario bien planifié de réindustrialisation égale moins 900 millions de tonnes de CO2 d'ici 30 ans. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes assez nombreux à dire que c'est vrai. C'est vrai. C'est le chiffre qui est tiré du rapport des scénarios sortis l'année dernière de RTE. Vous savez, le réseau de transport d'électricité dont le rapport est toujours très attendu. Et ces scénarios assez fiables et très sérieux. Publié l'année dernière, donc d'après eux, la France a un atout avec son mix actuel un petit peu plus décarboné que pas mal de ses voisins européens. Et donc ça pourrait permettre d'atteindre des chiffres assez vertigineux de 900 millions de tonnes de CO2 en cas de réindustrialisation ambitieuse. Enfin, dernière information. En France, l'industrie manufacturière représente autant d'émissions de gaz à effet de serre que le secteur des transports. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dis bien en France. Est-ce que l'industrie manufacturière émet autant de CO2 que le secteur des transports? Levez la main si vous pensez que c'est vrai. Vous n'avez pas l'air convaincu du tout. C'est faux. C'est faux. Si on se fie aux chiffres officiels que vous pourrez trouver sur le site du gouvernement, en 2019, l'industrie manufacturière, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre du pays national, contre 31% pour le secteur des transports, qui est d'assez loin le secteur le plus émetteur. Vous avez ensuite l'agriculture, un petit peu moins de 20%, et l'industrie manufacturière à 18%. Voilà, c'était pour vous donner quelques ordres de grandeur pour entrer un petit peu dans le débat. Qu'on va tout de suite poursuivre. Vous aurez du temps, hein, évidemment, pour poser vos questions aussi. N'hésitez pas, on ne va pas monopoliser la parole. L'idée, c'est que ce soit participatif. Je prévois du temps à la fin. Si vraiment on dit des énormités ou si vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'hésitez pas à me solliciter, à me faire un geste. Peut-être une première question de cadrage historique. L'exposition est assez remarquable sur le sujet, mais pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'y aller, on leur fait l'intro. Dans quelle mesure l'histoire industrielle ne démarre pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, au XIXe siècle ou au siècle précédent, mais bien plus tôt? Et dans quelle mesure le développement industriel est aussi une forme d'émancipation? Peut-être Vincent pour... Alors moi, j'ai participé à la conception, mais je n'ai pas encore vu l'exposition. J'y vais après. Ça dépend de comment on définit l'industrie, mais si on retient en général l'utilisation d'e-machines, si on retient le fait que c'est une concentration de puissance et que c'est un changement d'échelle dans la production par rapport à la production artisanale, ces 3 éléments, en fait, on trouve ces éléments déjà très loin dans le passé, des fois disjoints, des fois réunis. On peut penser aux machines qui fonctionnaient avec la force motrice de l'eau, les moulins par exemple. On peut penser aux mines qui, dès l'Antiquité, fonctionnent avec cette concentration de puissance et un marché très important. On peut penser à l'agriculture
qui va aussi fonctionner sur des grandes surfaces et donc en changeant d'échelle. Et donc, si on parle d'industrialisation au sens strict pour désigner le mouvement qui se déclenche à la fin du XVIIIe et qui se prolonge jusqu'à nos jours, on peut voir des moments d'industriation, et il y en a qui le font remonter, il faut dire, jusqu'au néolithique, jusqu'au moment où la production des outils en silex est arrivée à une capacité, alors c'était encore artisanal, c'était encore des hommes qui étaient les opérateurs, mais à des choses qu'on voit ensuite diffusées dans l'ensemble de l'Europe, avec une même manufacture, en quelque sorte. Avec aussi assez tôt dans notre histoire l'objet technique qui vient soulager, remplacer. Et c'était l'autre partie de votre question. L'autre partie, c'est il faut rendre hommage à l'industrie comme recherche des énergies autre part que dans le corps des vivants. C'est évidemment un moyen d'extraire l'énergie de soit un rapport avec d'autres échelles, donc en prenant ça dans les éléments, que ce soit le vent, l'eau, les marées, voilà, soit dans l'énergie chimique et plus tard atomique qui est dans les minerais. Et de ce côté-là, on doit mesurer à quel point tout ce qui n'était pas fait avec ces sources d'énergie était réalisé par des hommes ou des animaux auparavant, même s'il ne faut pas enjoliver complètement l'histoire. À chaque fois qu'on a fait des progrès dans l'industrie, ça a entraîné en cascade le fait que d'autres hommes qui vivaient, faisaient système avec ces machines, se retrouvaient soumis au rendement des machines. Donc c'est une question complexe. Mais la première chose à dire quand même, c'est que l'industrie nous a libérés de la nécessité d'aller chercher l'énergie dans le corps des êtres vivants. Avec très tôt, pour revenir à notre thématique du jour, très tôt la question de la compatibilité, incompatibilité, en tout cas de l'impact de l'industrie et du développement industriel sur l'environnement. On en est où de ce rapport-là entre écologie et industrie? Peut-être Christine et Sébastien, sur le moment d'histoire qu'on vit aujourd'hui. On en est où dans la relation écologie-industrie? Alors moi, ça fonctionne, oui. Vous parlez bien fort. Oui. Je dirais qu'en fait, au niveau des industries, on a tendance à penser que ça s'oppose au besoin de protéger l'environnement. Et en réalité, il y a quand même des liens qui sont très forts. Je pense qu'aujourd'hui, les industries ont compris, il y a une prise de conscience sur le fait qu'ils ont besoin des minéraux, ils ont besoin des matériaux du sol, et que c'est leur raison d'être. Donc, quelque part, on ne peut pas les dissocier. Donc, il y a un travail qui a été fait. Je pense que certaines industries, enfin, je parle de la mienne, dans mon secteur, on a très tôt pris ça en compte, dans la qualité de l'air, par exemple. On sait que... On parle des éco-industries, voilà, pour être... je parle des parler de votre secteur. Voilà. On sait que c'est presque par essence. On doit se soucier de l'environnement, même quand on travaille dans des bâtiments fermés, même quand on fait des analyses de matériaux pollués. Il faut à tout moment sur la chaîne de travail songer à l'environnement, ce qu'on rejette, les rejets dans l'air, les rejets dans l'eau. Donc il y a une vraie prise de conscience de ce côté-là. Je ne pense pas que l'industrie et l'écologie s'opposent. J'ai du mal à voir ça de ce côté-là. Je pense que c'est vraiment une progression, c'est un cheminement, et ça se rapproche au fur et à mesure des prises de conscience des industriels. Voilà. Sébastien Massard, à l'échelle d'un énorme acteur comme Dassault Systèmes, très gros acteur industriel, présent dans plein de branches différentes. Comment on vit ce rapport compatibilité-incompatibilité? Oui. Et je voudrais faire un détour par le sujet historique, en fait, pour compléter ce qu'a dit Vincent. Je suis très en phase avec ce que Vincent a dit. Je voudrais souligner un aspect qui est le temps humain. Et finalement, dans cette question de relation entre écologie et industrie, il faut regarder comment ça s'est inscrit dans la durée longue aussi. L'industrie est née, pour moi aussi, si on lit Pierre Musto notamment, de la religion industrielle, il dit l'industrie est née il y a 1000 ans dans les monastères, au moment où on a voulu rationaliser le temps libre qui était pour les moines du coup consacré à la prière, c'est-à-dire à un certain loisir. On a voulu le rationaliser et le maximiser, et du coup, par conséquence, on a dû rationaliser le temps de travail pour qu'il soit d'une certaine façon productif et qui permette de dégager un temps libre.
Ce qui effectivement, si on lit là aussi Hannah Arendt, c'est la démarche complètement inverse de ce qu'il y a pu y avoir dans l'Antiquité, où le rapport entre loisirs et travail était différent. Il y a 1000 ans, donc l'industrie naît pour rationaliser ma capacité de production et du coup avoir du temps libre. Et donc c'est une espèce de libération qu'on cherchait en tant que personne. Finalement, cette libération-là, elle a pu conduire, avec les excès des 19e et 20e siècles, à une aliénation, puisque finalement, mon temps libre a exploité mon temps de travail, où les personnes qui avaient la capacité d'avoir cette liberté ont peut-être exploité d'autres personnes. Donc il y a une aliénation qui en a découlé. Et là-dessus, dans la durée longue, je crois qu'on est à un point de rupture où on a une capacité nouvelle contre cette aliénation, c'est-à-dire de réconciliation. Pourquoi ? Parce que la division des tâches qui a été poussée à l'extrême du fait de cette rationalisation, désormais n'est plus forcément nécessaire et c'est pas forcément plus rationnel de plus diviser les tâches. Et pourquoi ? Ça, c'est lié aux nouveaux moyens numériques. Et c'est une des façons de voir le tournant que depuis une vingtaine d'années, on est en train d'opérer dans toutes les industries. Ça va prendre encore des dizaines d'années, mais le moment qu'on est en train de vivre, c'est ce moment de réconciliation entre la capacité à imaginer et la capacité à faire. Alors que, quand vous regardez le 19e, 20e siècle, au contraire, il y avait les cadres qui imaginaient et les ouvriers qui faisaient. Et on n'avait jamais de bouclage entre les deux. Pour finir, du coup, en regardant le lien avec écologie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est si j'ai la capacité en même temps d'imaginer et de faire, du coup, je sais mieux inscrire dans un milieu de vie. Et donc, je sais mieux adapter mes objets, mes expériences, et notamment, je sais mieux adapter l'industrie par rapport à un milieu où j'évolue. Et donc, je vais mieux le respecter. Voilà. Justement, c'était je prolongerai volontiers. En termes de, disons, de questions de possibilités, ce que dit Sébastien est assez fondamental. C'est-à-dire, il y a eu des moments où, dans les activités techniques de l'homme, il était obligé de fournir l'énergie, mais aussi l'information. L'industrie, le moment machinique, paraît un moment justement de rupture où les machines deviennent indépendantes en termes de fonctionnement énergétique, on les alimente par autre chose, mais le réglage de la machine et sa direction par l'opérateur, lui aussi, lui était ôté. Donc c'est un moment d'aliénation maximale. Et avec le développement des technologies de l'information et le développement d'un réseau d'information qui permet en fait de communiquer tous sur cette planète, des possibilités de régulation qui n'étaient tout simplement pas possibles, pas imaginables autrefois, sont de nouveau d'actualité. Ont-elles lieu ? Ça, c'est l'autre question. Vous citiez la COP. La COP est précisément le symbole de ce que nous essayons de mettre en termes de régulation. C'est-à-dire, nous avons bien un capteur scientifique qui s'appelle le GIEC et qui nous donne des indications et qui doit normalement fournir les informations pour que le système régulateur de la COP ensuite redescende sur les différents acteurs qui peuvent faire pression sur notre activité. Et cette question de sorte de ce que j'appelle avec un mot barbare, la rétroscalabilité, c'est-à-dire le fait que les grandes échelles réagissent sur les petites échelles, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre dans les structures telles qu'on les connaît maintenant, mais qui n'est pas impossible. C'est au moins ça qu'on doit souligner, c'est que nous avons des capacités technologiques d'organisation à l'échelle de la planète en tant qu'espèce qui rendent les choses, c'est peut-être encore plus triste si on ne le fait pas, du coup, parce que si on allait dans le mur en se disant oui, mais c'était impossible de changer notre trajectoire. Non, là, disons que les moyens technologiques pour changer de trajectoire existent. On va revenir après sur le déploiement industriel et la question du milieu et comment penser les objets techniques. Mais comme on a ouvert la porte du numérique, je veux bien qu'on la pousse un peu plus. On entend un peu tout et son contraire sur la promesse ou l'impasse que représente le numérique pour l'industrie, au service de l'industrie. D'un côté, on va nous dire que les jumeaux numériques ouvrent des possibles extraordinaires. Je vous laisserai peut-être, Sébastien, préciser ce qu'on entend par jumeaux numériques en termes de justement répétition et possibilité de faire du à la carte. De l'autre côté, on a cette courbe effrayante de l'empreinte carbone, du poids que représentent les data centers et notre consommation notamment de vidéos à l'échelle mondiale. Et c'est aussi vrai si on ne se concentre que sur l'industrie, mais sur le poids, l'empreinte carbone de l'industrie liée à son empreinte numérique. Comment on se situe ? Le numérique, c'est quoi ? C'est un atout ? C'est un piège ? C'est les deux ? Je vais commencer, et puis mes collègues
compléteront ou critiqueront. Effectivement, il y a une opportunité unique au XXIe siècle, c'est d'utiliser la capacité du numérique pour répondre aux défis qui sont devant nous. Et en même temps, on touche les bords de la planète, et c'est la première fois que l'humanité touche à ce point-là les bords de la planète. Et en même temps, on a l'impression qu'on est capable d'ouvrir des portes nouvelles, et d'ouvrir des possibilités nouvelles, etc. Puis l'avion qu'on a sous les yeux, qui a fait le tour du monde grâce à des panneaux solaires, est quand même très inspirant par rapport à ça. Donc il y a des possibilités nouvelles, et il y a 10 ans, 15 ans, on aurait dit c'est absolument impossible. Et vous devriez démontrer industriellement, scientifiquement, qu'un avion ne peut pas faire le tour du monde avec juste l'énergie solaire. Mais ça a été fait. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a réussi à réconcilier les savoirs autour de projets d'envergure comme celui-là. Et c'est possible, ça, parce que des jumeaux virtuels permettent de modéliser, simuler, injecter à partir de la donnée pour que ces objets qu'on peut imaginer, que Léonard de Vinci aurait presque pu dessiner dans son carnet, mais finalement là on arrive à les réaliser parce que dans le numérique on a intégré toutes les connaissances et toute la science disponible. Donc c'est des possibilités radicalement nouvelles. Et en même temps, ces possibilités-là, elles ne sont pas forcément orientées sur une finalité. Et c'est là que votre question, elle porte son sens. Et vous allez probablement compléter. Mais selon la façon dont on l'utilise, ça peut conduire au meilleur et ça peut conduire peut-être au pire. Une des exigences que nous, on essaie de mettre au cœur du numérique, c'est ce qu'on appelle le rapport 1 à 10 000. Le rapport 10 000, c'est-à-dire il doit y avoir un facteur de 1 à 10 000 entre l'empreinte écologique négative d'une action et l'empreinte écologique positive de cette action. Et quand on utilise un jumeau virtuel, nous, notre exigence par rapport à la consommation des data centers, par rapport à tous les composants, le temps passé, etc., l'énergie mobilisée, en fait, c'est qu'on doit économiser 10 000 fois plus dans le monde réel que ce qu'on consomme dans le monde réel pour créer ce jumeau virtuel. Et ce type d'exigence-là, je voudrais qu'il soit généralisé, parce que finalement, le numérique, si on ne le met pas dans cette exigence, il peut conduire à des déviations. Peut-être donner un exemple de jumeau virtuel. On parle vraiment d'une simulation dans un environnement non matériel, enfin immatériel. Oui. Oui, tout à fait. Une application industrielle de ça Eh bien, si je dois dessiner un avion le plus léger possible, qui utilise l'énergie du soleil, je vais dessiner avec une pâte à modeler virtuelle cet avion. Je vais simuler sa consommation d'énergie, je vais simuler la dynamique de vol, je vais simuler les matériaux aussi que je dois utiliser, et surtout le cycle de vie. Pas simplement pendant le vol, mais aussi avant, après, comment je le recycle à la fin, etc. Donc avec cette vue globale, au moment où je conçois l'avion, je peux faire des choix éclairés sur le futur. Donc c'est comme si j'avais une lunette pour regarder le futur, et ensuite je reviens au présent pour dire, du coup, je vais décider tel ou tel scénario. Christine, Joachim, peut-être sur le numérique, vous, c'est aussi ça qui rend possible le GIE que vous portez et que vous développez. Ça aurait été peut-être beaucoup plus compliqué à mettre en place il y a 30 ou 40 ans, non, de mettre ensemble des entreprises, de les faire se partager certaines informations qui parfois relèvent de leur, peut-être pas du secret industriel, mais pas loin. Ouais, pas loin. En fait, oui, rassembler des entreprises dans un GIE, c'est pas naturel, parce que en fait, on demande à des entreprises concurrentes de travailler ensemble de façon à atteindre un objectif qui est un objectif d'abord économique. Donc, demander à des sociétés qui sont concurrentes de travailler ensemble, de réfléchir, de se mettre autour de la table, c'est vite dit, c'est plus difficile à faire. Et donc, l'intérêt du GIE, c'est ça. C'est que lui, en fait, il va faire une proposition à ces entreprises en leur disant, voilà, on vous propose d'augmenter vos marges, de faire des économies en travaillant ensemble. Donc, à la fois, il y a des contraintes et des avantages. Et si elles font ça, et si elles le font bien, l'objectif du GIE est atteint. Ça peut regrouper combien d'entreprises ? Il n'y a pas de limite. D'accord. Il n'y a pas de limite, mais en fait, il a une seule exigence, le GIE, c'est qu'il ne doit pas couvrir tout le marché. Voilà. D'accord. Donc en fait, il peut prendre que quelques entreprises par secteur d'activité. L'idée, c'est de faire des économies. Est-ce que vous avez là aussi un exemple, peut-être ? Je crois que vous avez travaillé avec des laboratoires. Alors, donc, on travaille avec des laboratoires de contrôle de la qualité de l'air. Ces laboratoires consomment beaucoup de consommables, justement. Et donc, c'est assez cher. Et ils aimeraient, en fait, réduire les coûts
Donc nous, on leur propose en fait d'être un peu une centrale d'achat D'accord. pour ces laboratoires. Et donc on mutualise ces centrales d'achat pour diminuer les coûts grâce à l'économie d'échelle essentiellement. Donc, voilà. Et si vous me permettez, Ouais. du coup, j'aimerais faire le lien entre vos deux interventions parce que ça renvoie à des problématiques générales de compréhension de l'évolution de la technologie, qui sont que l'industrie apparaît comme une concentration de puissance, mais aussi donc ce gain d'échelle. Ce qui veut dire que, en fait, quand on réalise avec des machines qui représentent et qui évoluent elles-mêmes, qui ont un meilleur rendement et qu'on peut justement assembler, faire des ensembles techniques, eh bien, dans l'absolu, ça nous donne la possibilité de réaliser avec moins d'énergie et moins de dépenses informationnelles, de temps d'attention des êtres humains, les mêmes tâches. C'est-à-dire que dans l'absolu, le progrès, quand il s'incarne dans ce changement d'échelle qu'est l'industrie, il est potentiellement libérateur de temps libre, il est potentiellement quelque chose qui nous permet d'économiser et de dépenser moins vite le stock des ressources. Et il peut être fait de façon intelligente, de manière à être plus ou moins parcimonieux dans l'environnement dans lequel il s'insère. La difficulté n'est pas là. C'est ensuite le développement même du système industriel qui suit aussi, je veux dire, la courbe de croissance démographique humaine, qui produit le fait qu'on arrive à un taux qui dépasse les capacités d'absorption de la planète. On touche aux limites. Mais il faut bien distinguer les deux. Entre le progrès technologique n'est pas synonyme de croissance. En un certain sens, c'est ce qui rend possible l'augmentation du niveau de vie et l'augmentation du nombre d'êtres humains, la croissance démographique, mais c'est aussi ce qui en compense l'empreinte, d'une certaine manière. Quand on améliore les rendements, on pourrait logiquement se dire ça nous permet en fait de ralentir notre course vers l'avant. C'est pas tant l'industrie le problème que la puissance déployée, que la puissance industrielle déployée qui est parfois à des échelles qu'on ne maîtrise pas, c'est ça le... C'est faire la différence. L'industrie est une concentration de puissance, même si on peut voir des industries ensuite qui vont rechercher vers un principe de moindre puissance, qui essayent de faire la même chose, justement. Et donc la puissance, c'est le nerf de la guerre, plus que l'énergie. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Mais je veux surtout faire la différence entre la croissance économique et le progrès technologique. Ce sont deux choses qui sont toujours allées de pair pour nous, parce qu'on a vu le progrès s'opérer dans des phases de croissance. La question, ce qui se pose à nous, c'est plutôt de savoir si on peut continuer le progrès, mais en allant vers des systèmes d'optimisation, vers des systèmes éventuellement d'économie, de régression, de mutualisation. C'est-à-dire si le progrès peut nous accompagner maintenant pour stabiliser, voire décroître dans certains domaines de la consommation. Et alors, ça pose... C'est très complexe. On l'a jamais fait avant. Il y a la fameuse, on en parlait en préparant cet échange, la fameuse litanie des R, les verbes en R, réparer, réutiliser, rénover, réduire, recycler, repousser, renoncer. Il y a eu des travaux aussi intellectuels intéressants sur le sujet de la fermeture écologique, de la redirection écologique. Des chercheurs comme Alexandre Monin qui aident, qui conseillent des entreprises pour fermer littéralement des branches ou fermer ce qu'ils appellent des futurs obsolètes. Est-ce que ça, c'est déployable à l'échelle de petites et de grosses entreprises? Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on le fait déjà? Est-ce qu'on ne l'a pas toujours fait? Et est-ce qu'il ne faut pas le faire de manière beaucoup plus massive, fermer des futurs obsolètes? Sébastien, peut-être? Là-dessus, moi, j'ai une réaction un peu épidermique là, en entendant le sujet fermé. Mais ça doit être mon caractère. Et j'ai la conviction qu'au contraire, on doit ouvrir beaucoup plus de possibilités et qu'il y a une dimension de pluralité. En fait, il y a une exigence de pluralité qui a été un peu oubliée. D'ailleurs, par rapport au mot « le progrès », moi j'aimerais bien qu'on dise « les progrès » ou les... Parce qu'il n'y a pas un sens unique pour tous. Et c'est dans cette diversité d'exploration qu'il y a une richesse humaine aussi. Et les moyens virtuels, la capacité dans des univers virtuels à imaginer des choses, c'est ce que j'ai dit, ça doit réapproprier pour des personnes, des collectifs, la capacité de faire et en même temps qu'ils imaginent. Donc la pluralité, elle doit être possible au XXIe siècle. Et je pense que c'est là le vrai carrefour pour le numérique. C'est est-ce qu'il permet une pluralité ou est-ce qu'il augmente la convergence de tous vers le même modèle. Et donc dans cette bifurcation-là, et un choix extrêmement décisif, nous, en tant qu'entreprise, on essaie, au travers de tout ce qu'on fait, de dégager une image de pluralité, de capacité de choisir. En réalité, les personnes
ne sont pas là en face d'une machine qui va proposer un optimum. Elles vont pouvoir mieux exprimer des questions. Et c'est l'insistance sur la question. S'il vous plaît, approfondissez vos questions. C'est pas voilà la réponse à votre question que vous venez de poser. Et cette démarche-là, on peut la décliner dans toute l'économie. Derrière les deux remarques aussi qui ont été faites tout à l'heure, je pense qu'il y a une idée de managériale et aussi de dynamique sociétale. Comment est-ce qu'on peut faire une transformation écologique de notre planète sans engager les gens et sans que les gens ils en aient envie? Et pour ça, c'est une nouvelle logique managériale qui n'est pas forcément bien symbolisée, je pense, par les GIEC, etc. C'est-à-dire qu'il y a une verticalité descendante où il y a les grands ingénieurs mondiaux là, qui vous disent dans quel sens il faut aller. Ça, je pense que ça peut conduire à des obstacles majeurs. Et c'est l'expérience des 2 dernières années Covid aussi qui la montre. La question des mots et du registre de langage est importante. Christine Joachim, là aussi, comment on allie on va dire les nouvelles idées et les émergences intellectuelles sur le sens du progrès, les faits scientifiques, parler du GIEC et de la COP27, et puis finalement des problématiques très très terre à terre, très business aussi pour certaines entreprises, notamment des petites entreprises, où on ne peut pas arriver avec juste un discours philosophique ou juste des faits scientifiques. Ça, quand on parle de j'ai trop de consommables, je dois m'en débarrasser, comment je fais, comment on s'adresse, comment on fait rentrer l'objectif écologique? Alors moi, je pense tout de suite avec les mots en R au mot recycler. C'est le mot qui m'a interpellée. Parce qu'en fait, le recyclage, moi, je pense que c'est fondamental pour nos industries. Parce qu'en fait, quand vous êtes face à des entreprises, le discours, il est simple. Il faut leur parler business, il faut leur parler profit, il faut leur parler économie. Si vous leur parlez environnement, simplement, ça ne passera pas grand-chose. Sans lier les deux, sans montrer... Voilà. Ouais. Voilà. L'intérêt est toujours un intérêt qui doit être profitable pour l'entreprise. C'est là-dessus qu'elle vit. Donc, voilà. Donc le mot recycler est très important parce que dans ce mot, en fait, on a la capacité de réutiliser des déchets. Et cette réutilisation des déchets, elle peut être rentable pour les entreprises. Elles n'y pensent pas toujours. Donc il y a des process, effectivement, qui sont très... normés, notamment dans les laboratoires. Donc il faut recycler ces équipements, recycler ces déchets, etc. Mais il n'y a rien de systématique. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'il existe des sociétés, des entreprises spécialisées vraiment dans le recyclage systématique de tout. Aussi bien de ce qu'utilise la population, ce que la population jette, mais aussi les entreprises. À l'échelle des entreprises. Parce qu'en fait, quand vous dites à une entreprise, voilà, donc vous produisez des déchets, moi je vais vous les racheter, ces déchets, pour les réutiliser dans mon cycle de production, parce que moi je suis un industriel aussi. En fait, vous lui montrez que ce déchet a une valeur marchande. Donc c'est rentable. Donc il y a le mot profit. Et donc ça intéresse les entreprises. Voilà. Donc ça intéresse les entreprises. Qu'on pourra jamais abandonner. Et en plus de ça, ce fameux cycle vertueux fait qu'il y a des économies de fait au niveau énergétique, mais aussi au niveau des matériaux de la planète. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut aborder ce sujet-là. Sinon, vous aurez difficilement des entreprises qui vont adhérer. Moi, par exemple, dans mon GIE, donc nous, ce qu'on propose aux entreprises, en fait, c'est de se lier ensemble, aussi bien pour faire du business que pour faire de la recherche et développement, pour transformer leur technologie, et aussi pour rentrer dans ce cercle de recyclage vertueux et profitable. Voilà. Je pense que tous les R sont utiles et que c'est en voyant les différentes échelles auxquelles le problème nous confronte qu'on peut voir leur compatibilité et non pas leur concurrence. Si on prend une fois de plus le point de vue à très grande échelle, le R de réduire paraît indispensable. Mais si on regarde à une échelle d'un territoire donné où on doit avoir un métabolisme industriel en train de fonctionner, alors bien évidemment, le recycler devient une clé pour agir. Et si on est en train de réfléchir sur les moyens de rendre cette divergence conceptuelle dont tu parlais possible, alors la reconception des produits est importante. Et si on se met de notre côté à tous en tant qu'utilisateurs, le réutiliser, le fait de reprendre des choses, de les réparer, et en fait... Le point commun à tout ça, c'est quelque chose qui était présent dans la réponse de Christine, c'est respecter. Parce que, en fait,
le problème est plus profond que celui du capitalisme. C'est le problème du rapport de l'homme à la technologie d'un point de vue fondamental. C'est-à-dire respecter les êtres techniques et notamment ne pas admettre aussi facilement leur déchéance sous forme de déchets. Et penser que tout ce qui nous entoure mérite d'être respecté dans son fonctionnement, dans son rapport avec l'environnement, dans le travail humain, l'intelligence humaine qui se trouve dans les réalisations techniques. Et donc c'est la cassure la plus importante peut-être que nous avons à prendre, c'est avec un consumérisme du déchet, de l'obsolescence. C'est pouvoir des fois reprendre, comme dans l'exposition qui est là sur les bords du plateau, reprendre des schémas techniques qui ont été oubliés, mais leur redonner aussi une dignité, parce que les solutions d'avenir ne sont pas forcément toutes des solutions futuristes. Il y a des solutions futuristes, mais les solutions d'avenir peuvent être des solutions qui sont tirées, qui ont été oubliées, qui vont revenir. Ce qui est l'avenir, c'est des solutions d'un avenir moins éphémère. Et donc, il y a quelque chose de profond dans la volonté de réhabiliter la technologie comme étant quelque chose à penser et respecter. On a consacré tout un dossier au début de l'année à la notion de maintenance, vers une société de maintenance qui serait peut-être pas l'opposé, mais on va dire une variante, une alternative à l'innovation à tout crin. Ce qui impliquerait effectivement de flécher aussi des comportements vertueux, peut-être des incitations fiscales ou économiques à aller faire réparer ces objets, à revaloriser l'existant. Je crois que Sébastien aussi, vous êtes assez attaché à ça. En préparant la table ronde, vous me disiez, vous croyez moins au terme de transition qu'au terme de métamorphose. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, tout à fait. Peut-être juste sur le mot en R, mais c'est lié à ce qui a été dit. Moi, ça serait réenchanter. C'est-à-dire retrouver une relation. Et je pense que le lieu ici, la Cité des sciences et de l'industrie, il sert aussi à ça, à réenchanter le monde qui est autour de nous. Et par rapport à métamorphose, en effet, on a tendance à penser la transition en disant c'est simple, il faut faire la transition énergétique, la transition écologique, la transition numérique, etc. Et c'est un mot transition qui est relativement pauvre ou pas opérant à mon avis. Pourquoi ? Quand on parle de transition, on parle d'un point A et un point B, comme s'ils étaient tous les deux connus et qu'il suffit de dessiner le chemin de l'un à l'autre. Or, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe, les situations auxquelles on a à faire face. Et donc, ce n'est pas simplement faire un chemin climatique vers le 1.5, etc. C'est en revanche trouver dans la société les nouvelles, c'est des métabolismes, des nouveaux métabolismes. Et là-dessus, le mot métamorphose est beaucoup plus fort parce que la métamorphose, quand la chenille, elle se met dans sa chrysalide et qu'elle devient un papillon, elle réutilise 100% de ce qui était au début. Et il n'y a pas de matière ou d'informations supplémentaires qui lui permettent d'arriver à la fin de son process. Et je pense que c'est une analogie forte avec, d'une certaine façon, notre planète, dont on touche les limites. Et il faut réussir à réutiliser ce qu'on a pour aller plutôt vers le papillon, que ça soit désirable, disons. Comment on fait dans un monde où la notion d'incertitude est beaucoup plus importante qu'il y a 30 ou 40 ans ? Il y a évidemment le péril climatique, on en a parlé. On est en pleine guerre, il y a eu le retour de la guerre en Europe, qui a un impact sur prenons juste le cas de l'énergie, mais radical. Il suffit de regarder la une des médias ce matin sur l'hiver qui nous attend. Incertitude géopolitique, crise multiple. Comment on fait pour piloter stratégiquement une politique de réindustrialisation, par exemple, dans ce climat de très très forte incertitude? Comment on le prévoit? Est-ce qu'il faut prévoir une part d'incertitude qui existerait forcément dans tous les projets qu'on déploie? Alors là aussi, le vocabulaire va être important. Quand on... incertitude ne va pas être le mot adéquat. Parce qu'en fait, justement, vous l'avez évoqué, il y a des certitudes qui pèsent sur nous et qui sont d'énormes contraintes. L'imprévisibilité, c'est trop faible. Parce que l'imprévisibilité, ça voudrait dire qu'on est encore dans un régime de prospection probabiliste et qu'on voit les probabilités évoluer. Non, on est confronté à de l'inconnu pour partie. Et ce n'est pas complètement nouveau. Je vous l'ai dit, on ne l'a jamais fait, de continuer les progrès technologiques dans une période où on a géré autre chose que de rechercher une croissance du système. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais de manière générale, dans une recherche d'innovation, ce qu'on veut,
c'est formuler, c'est faire ce qu'on ne sait pas encore faire. Je parle pour mon domaine, dans le domaine scientifique, mais il y a des analogues dans le domaine industriel. Et donc, on formule des concepts qui sont indécidables. On ne sait pas encore si c'est possible ou impossible, si c'est faisable ou infaisable, si c'est cher ou pas cher, si c'est légal ou illégal. C'est au terme de la recherche qu'on saura qu'est-ce qu'on a obtenu. Et il faudrait qu'il soit désirable, tant qu'à faire. Il ne faut pas qu'on y soit contraint. Donc, il faut demander une démarche plus active et qui est oser s'aventurer dans l'inconnu, dans la mesure où moi je trouve particulièrement juste ce que tu as dit sur la transition. Encore faudrait-il que, je veux dire, quand on pense dans la transition, en plus de ça, non seulement le point en fait il n'est pas connu, mais les points qu'on nous dessine sont des points où très rapidement des contradictions apparaissent. C'est-à-dire, si nous abandonnons toutes les voitures thermiques, nous savons que si on remplace toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, nous faisons un appel à des métaux qui rendent le problème des mines plus grave que le problème climatique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, faire cette... Et pourtant, nous savons que nous devons nous engager pour l'instant dans ce chemin-là pour nous détacher, mais qu'on va arriver vers de nouvelles contradictions. Donc il faut savoir qu'on s'engage dans un inconnu et qu'à terme, très probablement, on aura quelque chose qui seront plus des voitures individuelles et qu'il n'y en aura pas une pour remplacer chaque voiture thermique. On aura inventé d'autres choses. Peut-être que finalement on ira en char à voile, mais je ne sais pas. Mais il faut avoir le courage de penser qu'il y a un devenir industriel qui nous engage dans l'inconnu et qu'il faut y aller volontairement. Porté par un récit enthousiasmant, c'est quoi un récit industriel enthousiasmant qui fait rêver? Parce que vous parliez, Sébastien, de l'importance de mettre le récit, le rêve, avant le déploiement des moyens industriels. Aujourd'hui, c'est quoi le récit industriel qui peut vous faire rêver? C'est une question très ouverte. Pour moi, c'est une question... Allez-y. Christine? Oui, c'est une question décisive. Parce qu'effectivement, face à l'inconnu, comment j'entre dans une salle, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, etc. Donc je ne peux pas forcément prévoir. C'est pas possible de prévoir. En revanche, je peux prévenir, je peux me préparer. Donc je peux néanmoins être dans de l'anticipation, mais pas de l'anticipation qui est rationnelle. Et je dois faire appel à d'autres dimensions, notamment la confiance. Comment on crée une confiance dans une société et donc comment on génère des relations qui sont robustes. Moi, j'ai trouvé, et je pense qu'on est tous un peu comme ça, le peuple ukrainien extrêmement inspirant pour nous, parce qu'ils sont entrés quand même dans un inconnu massif d'un seul coup, et puis en même temps, ils ont établi depuis quelques années des relations organiques très fortes au sein de leur société, qui finalement ont déjoué toutes les prévisions, parce qu'il y avait des fins connaisseurs de la stratégie militaire qui disaient « attendons une semaine ou deux, et la guerre en Ukraine est terminée au mois de février ». En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient préparé, en termes de relations et de confiance, leur peuple. Je crois que c'est le même type de défi qu'on a collectivement dans le domaine écologique. Il faut s'y préparer en augmentant nos relations en fait, avec les milieux dans lesquels on évolue, par la connaissance, par la reconnaissance aussi dans les deux sens. Et puis derrière, progressivement construire un récit qui est ce récit de la meilleure connaissance de nos milieux de vie. Et ça, c'est un récit que l'Europe peut porter. Quand on entend les grands récits industriels, en fait, ils sont très forts. SpaceX, je veux aller sur Mars. Le TGV, dans les années 80, le récit qui était derrière, c'est je veux connecter les territoires entre eux. C'est des grands récits et qui ont une effectivité puisque derrière, une grande industrie a pu se créer. Quelle est la grande industrie qui découle d'un grand récit qu'au XXIe siècle, l'Europe peut créer? C'est une question qui a été posée très explicitement par le politique Ursula von der Leyen en 2021. Elle a dit c'est les 100 ans du Bauhaus. Présidente de la Commission, qui est aujourd'hui présidente de la Commission européenne. Présidente de la Commission européenne. Elle a pris la parole en disant c'est les 100 ans du Bauhaus. Donc dans les années 1920, il y a eu le Bauhaus qui a un impact majeur sur les villes, l'habitat, les objets de la vie quotidienne, etc. Le Bauhaus est né en Europe. Après, il y a toute une histoire vers les US. Mais comment est-ce que nous, 100 ans après, Européens, on peut définir des nouvelles conditions de vie au XXIe siècle, inspirer les générations suivantes? Donc, elle a projeté, je pense, une ambition forte en termes de récit pour l'Europe. Pour moi, c'est ce type de choses-là qu'il faut réussir à faire, avec évidemment le souci écologique, relationnel. Et l'Europe, quand vous regardez la logique spatiale, si je donne juste un exemple, le récit spatial de l'Europe, ce n'est pas le récit spatial des Américains. Le récit spatial des Américains, c'est de s'échapper de la planète.
le récit spatial des Européens, c'est d'utiliser la puissance de cette constellation de satellites pour mieux observer, mieux comprendre, mieux vivre ensemble sur la planète. Voilà. Je te donne encore un peu de temps. Donc, moi, je travaille beaucoup sur le rapport aussi avec les imaginaires. Et notamment, je suis associé au Festival des Utopiales, qui est le grand festival de science et de science-fiction de Nantes. J'ai été associé de loin à la mise en place de la Red Team, qui est un groupe de prospective de la défense qui emploie des auteurs de science-fiction. Et donc, il m'arrive de travailler aussi avec ces méthodes de fiction spéculative. Et de fait, il y a un enjeu majeur à sortir du climat actuel entièrement dystopique, qui est un climat à la fois anxiogène et finalement démobilisant dans un discours où de toute façon c'est râpé, effondrisse, survivalisme, tout ce que vous voulez, pour revenir à un imaginaire qui ne soit pas non plus celui de l'évasion et des milliardaires californiens ou du technosolutionnisme californien. Et donc, il y a dans cet enjeu, moi, j'essaye de mettre en place l'équivalent d'une Green Team avec le CEA, parce que c'est nous qui avons le LSCE comme laboratoire, qui est le principal acteur du GIEC, parce qu'on a un savoir-faire sur les conditions de déploiement des industries d'énergie. Et je pense que si ça n'est pas immédiatement pourvoyeur de solutions, c'est une part des conditions de l'invention que de recréer ce climat où il y a un imaginaire porteur. Ça ne peut pas résoudre magiquement les choses, mais ce n'est pas le propos de la science-fiction d'ailleurs, mais ça peut nous permettre cet espace de pensée qui offre les divergences. D'abord la lucidité, ça permet quand même de prendre conscience que les ruptures ont déjà eu lieu, c'est pas des ruptures qui arrivent longtemps, c'est les ruptures, on les vit, elles sont là, voilà. Et donc de se projeter dans des univers. Pour le dire simplement, quand je fais travailler avec mes étudiants, je préfère les emmener sur la planète Dune pour travailler et voir comment on réinvente des technologies dans un autre milieu associé, plutôt que de les envoyer sur une planète dégradée, la planète Terre, dans les années 2090. C'est moins anxiogène et ça donne de meilleurs résultats. Et pourtant, je les mets dans des conditions très difficiles. Hein. C'est pas facile de vivre sur Dune, aussi, sur Arrakis. Ouais. Hein. Mais la science-fiction peut être un des outils, pas une magie, mais ça peut être un des outils pour répondre à cette question de la mise en récit d'un devenir industriel ou de devenir industriel au pluriel. Christine, de quel récit on a besoin? Cette année, le thème des Utopiales, Festival de science-fiction, c'était les limites. Est-ce que les limites, ça peut être un récit qui fait envie, qui donne envie? Moi, si je me limite aux entreprises de mon GIE, je dirais que, pour revenir encore sur ces industries, ce qui, à mon avis, à court moyen terme, devra se faire au niveau mondial, c'est que les plus grandes industries polluantes de cette planète se réunissent, réfléchissent ensemble pour mutualiser, entre guillemets, leurs déchets, pour les réutiliser et optimiser ces services et ces biens qui semblent inutiles. Tout secteur confondu, pas seulement dans l'éco-industrie. Voilà. Ouais. Mais ça doit se faire au niveau mondial. Donc je ne pense pas que ce soit un rêve. À mon avis, c'est une réalité. Voilà, on est dedans. Donc il faut le faire, quoi. C'est vraiment un travail à faire. Ouais. Ouais. J'ai une dernière question pour vous, mais l'heure tourne et j'aimerais bien qu'on laisse quand même du temps de questions et de dialogue avec les gens qui nous écoutent extrêmement attentivement depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à lever la main, il y a un micro qui circule. Si vous avez des questions pour Vincent, Sébastien et Christine. J'en ai une dans ton dos. Dans mon dos, ah oui, j'ai pas encore mes yeux greffés dans le dos. Ça va venir. 20-30 ans. Oui. Alors en fait, je suis aussi un peu partie prenante ici. On parlait des solutions d'avenir qui viennent de loin. Donc nous, on fait des matelas de laine et des sommiers tapissiers à Paris. Et merci à la Cité des Sciences de nous avoir invités dans ce cadre-là. Ça a surpris beaucoup de mes amis. Et vous parliez beaucoup de déchets, laissant sous-entendre à tout le monde que le déchet, c'est la nature même de l'objet d'être un déchet. En fait, on décide que les choses sont des déchets ou pas, de manière très relative.
Moi, je travaille un matériau qui s'appelle la laine, qui est un déchet. C'est un déchet agricole en France. Après l'avoir lavé, ça devient un matériau dont on fait nos pulls, nos matelas, tout un tas de choses. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de filière de lavage de laine en France. Il n'y a plus de lavage de laine en France. Donc notre laine part en Belgique, en Hollande, en Espagne. Elle est en Angleterre, mais avec le Brexit, c'est devenu trop compliqué. Donc la question, c'est quel effort vous imaginez, vous qui êtes des spécialistes du sujet, pour qu'effectivement la frontière derrière laquelle tout un tas de productions ne seront plus des déchets, mais des matériaux. Et donc, la question de la valorisation ne se posera même plus. Quelle stratégie aussi de réindustrialisation? Alors, moi, je ne parle même pas de stratégie. Hein. On est bien en amont. On est bien en amont. Ouais. C'est juste des attitudes, des règlements aussi. Parce qu'effectivement, vous parliez d'obsolescence, mais la vieille voiture de notre papa méritait-elle de passer à la casse s'il y avait eu du règlement qui aurait permis de la moderniser? L'upgrade, ça existe dans tout un tas d'industries. Pourquoi on ne met pas à jour les moteurs d'automobile qui pourraient aussi peu consommer que celles qu'on conçoit aujourd'hui, mais qui pèseraient 200 kilos de moins? Qui veut réagir? Sébastien, peut-être? Allez, je vais réagir sur deux choses. Sur la vieille voiture du papa, moi j'ai aussi cette question-là quand je vois des bâtiments détruits et reconstruits derrière. Cette logique que je préférerais, moi, c'est la métamorphose. C'est-à-dire, je prends un bâtiment, il y a de l'existant, plutôt que de le mettre à plat et de dire je vais faire mieux à partir de zéro. Comment est-ce que j'utilise l'existant pour d'abord respecter ce qui a été fait historiquement, parce qu'il y a eu des savoir-faire, il y a eu des personnes qui ont passé du temps, et puis le valoriser et du coup aussi minimiser l'impact. Et c'est lié aussi avec cette logique-là. Du coup, je ne vais pas créer tous les déchets que je vais devoir me débarrasser du béton cassé, etc. Et puis aussi, je vais minimiser mon impact et surtout, je vais peut-être faire des choses complètement différentes. Et moi, je suis beaucoup plus enthousiasmé par cette logique-là de réutiliser. Le deuxième sujet, vous disiez sur la filière de la laine, je ne la connais pas en particulier. Je crois que derrière, ça pose une question de culture et disons de consentement éclairé du consommateur aussi par rapport à ce qu'il achète. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut progresser énormément. Et là aussi, il y a de plus en plus des applis ou des informations, etc., qui sont partagées. Et derrière, c'est une culture et une connaissance qui doit partir de l'école, qui doit partir de lieux comme ici, la Cité des Sciences et de l'Industrie, où on est en contact avec ces réalités-là et on voit ce qu'il y a derrière un objet, son histoire, à la fois en termes de matière, mais aussi de savoir-faire et de métier. Et là aussi, je pense que c'est un point, c'est comment on régénère, on renforce ces métiers-là qui sinon sont à l'autre bout de la planète ou sont dans des modes qu'on ne souhaiterait pas du tout préserver. Voilà. Alors ça montre votre question que réindustrialisation et un certain souci écologique peuvent aller de pair dans certains cas. Et ça revient en effet à ce rapport fondamental qu'on doit avoir avec les objets techniques qui devraient être des réalités qu'on adopte. C'est-à-dire posséder un objet technique ne devrait pas être actuellement le droit justement de le traiter, et de le détruire et de le malmener, mais devrait être une responsabilité. Quand on prend un objet technique, on l'adopte, on l'entretient bien et on l'amène à être recyclé. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, il ne faudrait pas avoir quasiment pas à le payer. Il faudrait ensuite, les frais devraient être dans une société de maintenance. C'est une utopie qui existe dans certains romans de science-fiction. Et je songeais au Dépossédé d'Ursula Le Guin, dans lequel il y a quelqu'un qui vient d'une lune où il y a une société, alors elle est anarchiste, mais où toutes les choses sont respectées, et qui vient visiter une planète où il y a une partie d'un monde consumériste, et il est totalement écœuré par ce qu'il voit dans un supermarché. Parce que qu'est-ce qu'il y voit? Il y voit des objets maquillés qui lui font penser à du racolage, à de la prostitution, et il ne voit aucune trace des gens qui l'ont créé. Et en plus, il voit qu'il y a des incitations à malmener ces objets, c'est-à-dire à s'en débarrasser le plus vite possible. Et donc, il y a
ce retour à la compréhension que la technologie est ce qui nous aide à vivre tous ensemble sur cette planète, qui n'est peut-être pas juste un motif de science-fiction, mais qui est le problème fondamental dans notre culture. Et une autre question. Oui, merci. Bonjour à tous, merci pour ces échanges. Alors la dernière intervention de M. Bontemps m'offre une parfaite transition, puisque ça rejoint un peu ce que je voulais vous demander, vous poser comme question. Dans l'exemple, alors déjà merci pour l'exemple des dépossédés que je ne connaissais pas et qui est passionnant. Je pense qu'il y a un rapport, le rapport qu'on a aux objets est un peu le miroir de notre rapport au monde. Et effectivement, il y a un vrai sujet, comment à partir du moment où, quand on voit comment on traite les objets de notre quotidien, comment on peut traiter le monde autrement qu'on le traite aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a une très grande facilité, on parlait de récits, à parler de récits dystopiques, à imaginer le pire, mais on a beaucoup plus de difficultés à imaginer comment ça pourrait être mieux. Et vous parliez tout à l'heure de ce que j'ai cru comprendre des travaux spéculatifs, sur des scénarios. En tant que designer industriel, mon métier c'est d'imaginer ce qui peut advenir. Donc c'est mon quotidien d'imaginer ce qui n'est pas encore. Et dans le cadre de vos recherches et de vos travaux, je me demandais quel médium vous utilisez. Est-ce que c'est l'écrit? Est-ce que c'est l'image? Comment vous matérialisez ces récits? Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une réelle panne d'imaginaire et de récits et de narration positive dans notre rapport au monde, moins impactant, du moins plus équilibré. Ça ne m'étonne pas que la question vienne d'un designer, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce domaine qui font des démarches analogues à la vôtre. Il y a alors deux choses. Il y a un livre qui s'appelle Écologie et technologie après Simondon, qui est un livre dirigé par Jean-Hugues Barthélemy et Ludovic Duhem, qui est un designer, philosophe et designer. Et vous trouverez dedans plusieurs pistes sur l'éco-technologie, qui est cette tentative justement d'avoir la conception et le design des technologies d'une façon complètement différente. D'un point de vue pratique, il y a une anthologie qui s'appelle Nos Futurs, NOS-FUTURS des Utopiales, dans lequel il y a un scientifique et ensuite un auteur de science-fiction qui traitent la même chose. Et la contrainte était de ne pas donner dans le post-apocalyptique, de ne pas donner dans le dystopique, même si c'est dans un univers dégradé, de montrer comment des gens vivent bien avec des conditions complètement différentes sur les thèmes de l'eau, sur le thème de l'énergie, ainsi de suite. Donc des gens font des efforts. Ce qu'on fait, et si tu veux on en parle après, c'est dans des design fiction, c'est tu prends les gens avec les compétences, tu t'appuies sur leurs points forts et tu leur demandes, après une séance de créativité, tu leur demandes précisément de créer une sorte d'artefact avec soit des dessins, soit des choses comme ça, pour commencer à avoir une projection à la fin. Enfin, pour avoir une projection. Et après, les imaginaires sont souvent contradictoires, ils sont rarement cohérents, et donc tu peux commencer à élaborer en réfléchissant avec eux sur les contradictions qui apparaissent dans la façon dont ils se projettent justement dans le futur, et c'est là où le vrai travail de reconception commence. Sébastien, un mot? Je complète juste parce que cette question sur la représentation aussi, c'est comment je représente une utopie partagée ou un projet. Nous, elle est au cœur de ce qu'on fait, puisque quand je propose un univers virtuel, c'est un endroit où un collectif peut représenter des choses pour les simuler, les modéliser, puis ensuite les réaliser. Et le lien qu'on fait, nous, c'est avec la Renaissance, au 15e, 16e siècle. C'est inventé la représentation moderne. Notamment, à ce moment-là est née la perspective. La perspective, c'est quoi? C'est la capacité à représenter un bâtiment avant qu'il soit réalisé. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'architecte, en tant que concepteur, d'imposer sa vue, d'une certaine façon, aux corps de métier qui vont réaliser le bâtiment. Et ça, c'est Alberti, etc. Et en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, on n'a plus la séparation entre concepteur et réalisation. On peut les remerger, on peut les rapprocher de nouveau. Et donc la capacité nouvelle de représentation liée aux univers virtuels, j'en suis convaincu, elle change l'empreinte même dans le monde réel de l'homme. Et c'est là-dessus qu'il faut effectivement travailler, c'est comment ces nouvelles capacités de représentation peuvent avoir un impact dans la forme de nos villes, dans notre façon d'habiter le monde. Voilà.
Si tu me permets, là, j'ai une question pour toi. C'est qu'il y a beaucoup dans les gens qui défendent, par exemple, le métavers ou choses comme ça. Je vois qu'il y a une tendance soit à la réplication des apparences de notre monde, ce qui me semble une limitation de nos capacités d'inventer, ou un acosmisme, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'ils sont en dehors du monde. Or, tout l'enjeu de la démarche que tu intègres, ce serait aussi de reprendre toutes ces informations, toutes ces émotions qui viennent de notre façon d'habiter le monde réel, si j'ai bien compris. Comment tu gères cet enjeu ? Oui, par rapport à cette question sur Metaverse, nous, ce qu'on dit toujours, c'est notre univers virtuel, il est tourné vers le monde réel. Un peu comme la constellation de satellites qui est tournée pour regarder la planète Terre et pas pour s'échapper de la planète Terre. Et donc, c'est le lien R plus V, réel plus virtuel, qui a un sens. Et d'ailleurs, le mot virtuel, juste pour finir là-dessus dans la réponse, virtuel, c'est un mot qui a été inventé dans l'Antiquité, en réalité. C'est la pensée d'Aristote sur ce qui est en possibilité. Donc, réel et virtuel ne s'opposent pas. En réalité, ils se complètent. Et je peux regarder une situation réelle en me disant, là, il y a des possibilités nouvelles. Donc, derrière, il y a un optimisme. C'est-à-dire, même à partir d'éléments qui sont extrêmement pessimistes, par l'intelligence, je suis pessimiste. Par la volonté, je suis optimiste. Ça, c'est Gramsci. Eh bien, en fait, c'est un peu cette attitude-là que quand j'utilise un univers virtuel, je me mets en position de modifier le réel. Peut-être citer aussi partager une lecture que j'ai fait très récemment du designer Nicolas Nova, enfin anthropologue et designer de formation Nicolas Nova, qui a écrit un tout petit livre qui s'appelle Exercice d'observation, qui donne plein de conseils et plein de méthodologies pour observer justement le monde. Parfois juste avec un carnet, parfois avec un téléphone, parfois en écoutant, en se posant sur un banc public et en faisant des cartographies de ce qu'on voit. Enfin, très intéressant livre pour justement essayer de se dérider un peu les imaginaires et apprendre à observer le monde, même les scènes les plus banales du quotidien. C'est vraiment un petit livre comme un outil. Hein. C'est pas un essai, mais c'est assez précieux. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on oublie de faire et qui peuvent être pertinentes. L'heure tourne, donc je vais vous demander d'applaudir et de remercier nos 3 invités. Vincent, Sébastien, Christine, merci pour vos perspectives qui sont quand même relativement encourageantes. L'optimisme de la volonté est là au sortir de cette heure d'échange. N'hésitez pas à nous attraper si vous voulez absolument nous demander quelque chose ou que vous n'avez pas compris. Et demain, rebelote, 15h aussi, ici même, avec une troisième... Aujourd'hui, c'était la deuxième d'un cycle de 3 tables rondes sur la question industrielle pour poursuivre donc, intellectuellement le contenu de l'exposition. Donc voilà, n'hésitez pas à repasser demain à 15h pour passer tout votre week-end à la Cité des Sciences. Et je laisse le mot de la fin à Astrid. Oui, juste pour vous dire, vous remercier tous, vous dire donc que ces journées sont organisées dans le sillage de l'exposition Évolution industrielle que vous pouvez visiter juste au niveau 2. Et surtout qu'on a une visite ensuite par les Arcodés qui sont présents ici, qui sont des anciens de l'ENSI. Cette école de design que vous pouvez découvrir ici et qui vont vous proposer une visite dans l'exposition d'une œuvre qu'ils ont conçue pour l'exposition autour de l'effet rebond qui a tout à voir avec le débat qu'on vient de terminer et qui est un concept crucial pour notre avenir et qui est très peu connu. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce moment unique d'une présentation de l'effet rebond par les Arcodés. Voilà. Merci. Merci.